aussi, sous le prétexte qu'une leçon qui avait été déplacée tombait maintenant si mal qu'elle m'avait empêché plusieurs fois et m'empêcherait encore de voir mon oncle, un jour, autre que celui qui était réservé aux visites que nous lui faisions, profitant de ce que mes parents avaient déjeuné de bonne heure, je sortis. Et au lieu d'aller regarder la colonne d'affiches, pourquoi on me laissait aller seule, je courus jusqu'à lui. Je remarquai devant sa porte une voiture attelée de chevaux qui avait aux œillères un œillet rouge comme avait le clocher à sa boutonnière. De l'escalier, j'entendis un rire et une voix de femme. Et dès que j'eus sonné, un silence. Puis le bruit de porte confirmé. Le valet de chambre vint ouvrir et en me voyant paru embarrassé, me dit que mon oncle était très occupé, ne pourrait sans doute pas me recevoir, et tandis qu'il allait pourtant me prévenir, la même voix que j'avais entendue disait « Oh si, laisse-le entrer, rien qu'une minute, oh ça m'amuserait tant. Sur la photographie qui est sur ton bureau, il ressemble tant à sa maman, ta nièce, dont la photographie est à côté de la sienne, n'est-ce pas? Oh, je voudrais le voir rien qu'un instant, ce gosse. » J'entendis mon oncle grommeler, se fâcher. Finalement, le valet de chambre me fit entrer. Sur la table, il y avait la même assiette de masse de pain que d'habitude. Mon oncle avait sa vareuse de tous les jours, mais en face de lui, en robe de soie rose, avec un grand collier de perles au cou, était assise une jeune femme qui achevait de manger une mandarine. L'incertitude où j'étais, s'il fallait lui dire « madame » ou « mademoiselle », me fit rougir. Et n'osant pas trop tourner les yeux de son côté, de peur d'avoir à lui parler, j'allais embrasser mon oncle. Elle me regardait en souriant. Mon oncle lui dit « mon neveu », sans lui dire mon nom, ni me dire le sien, sans doute parce que, depuis les difficultés qu'il avait eues avec mon grand-père, il tâchait autant que possible d'éviter tout trait d'union entre sa famille et ce genre de relation. « Comme il ressemble à sa mère », dit-elle. « Mais vous n'avez jamais vu ma nièce qu'en photographie », dit vivement mon oncle d'un ton bourru. « Je vous demande pardon, mon cher ami. Je l'ai croisé dans l'escalier l'année dernière quand vous avez été si malade. Il est vrai que je n'ai pas vu que le temps d'un éclair et que votre escalier est bien noir. Mais cela m'a suffi pour l'admirer. Ce petit jeune homme a ses beaux yeux. Et aussi, dit-elle en traçant avec son doigt une ligne sur le bas de son front. Est-ce que madame, votre nièce, porte le même nom que vous, ami demanda-t-elle à mon oncle. Il ressemble surtout à son père, grogna mon oncle, qui ne se souciait pas plus de faire des présentations à distance en disant le nom de maman que d'en faire de près. C'est tout à fait son père et aussi ma pauvre mère. Je ne connais pas son père, dit la dame en rose avec une légère inclinaison de la tête. Et je n'ai jamais connu votre pauvre mère, mon ami. Vous vous souvenez, c'est peu après votre grand chagrin que nous nous sommes connus. J'éprouvais une petite déception, car cette jeune dame ne différait pas des autres jolies femmes que j'avais vues quelquefois dans ma famille, notamment de la fille d'un de nos cousins chez lequel j'allais tous les ans le 1er janvier. Mieux habillée seulement, l'amie de mon oncle avait le même regard, vif et bon. Elle avait l'air aussi franc et aimant. Je ne lui trouvais rien de l'aspect théâtral que j'admirais dans les photographies d'actrices, ni de l'expression diabolique qui eût été en rapport avec la vie qu'elle devait mener. J'avais peine à croire que ce fût une cocotte, et surtout je n'aurais pas cru que ce fût une cocotte chic si je n'avais pas vu la voiture à 2 chevaux, la robe rose, le collier de perles, si je n'avais pas su que mon oncle n'en connaissait que de la plus haute volée. Mais je me demandais comment le millionnaire qui lui donnait sa voiture et son hôtel et ses bijoux pouvait avoir du plaisir à manger sa fortune pour une personne qui avait l'air si simple et comme il faut. Et pourtant, en pensant à ce que devait être sa vie, l'immoralité m'en troublait presque plus que si elle avait été concrétisée devant moi en une apparence spéciale.
d'être ainsi invisible comme le secret de quelques romans, de quelques scandales qui avaient fait sortir de chez ses parents bourgeois et voués à tout le monde, qui avaient fait épanouir en beauté et hausser jusqu'au demi-monde et à la notoriété celle que ces jeux de physionomie, ces intonations de voix, pareils à tant d'autres que je connaissais déjà, me faisaient malgré moi considérer comme une jeune fille de bonne famille, qui n'était plus d'aucune famille. On était passé dans le cabinet de travail et mon oncle, d'un air un peu plus gêné par ma présence, lui offrit des cigarettes. « Non, dit-elle, cher, vous savez que je suis habituée à celle que le grand-duc m'envoie. Je lui ai dit que vous en étiez jaloux. » Et elle tira d'un étui des cigarettes couvertes d'inscriptions étrangères et dorées. « Ah, mais si, reprit-elle tout d'un coup, je dois avoir rencontré chez vous le père de ce jeune homme. N'est-ce pas votre neveu ? Comment ai-je pu l'oublier? Oh, il a été tellement beau, tellement exquis pour moi, dit-elle d'un air modeste et sensible. Mais en pensant à ce qu'avait pu être l'accueil rude qu'elle disait avoir trouvé exquis de mon père, moi qui connaissais sa réserve et sa froideur, j'étais gênée, comme par une indélicatesse qu'il aurait commise, de cette inégalité entre la reconnaissance excessive qui lui était accordée et son amabilité insuffisante. Il m'a semblé plus tard que c'était un des côtés touchants du rôle de ces femmes oisives et studieuses qu'elles consacrent leur générosité, leur talent, un rêve disponible de beauté sentimentale, car comme les artistes, elles ne le réalisent pas, ne le font pas entrer dans le cadre de l'existence commune, et un art qui leur coûte peu à enrichir d'un certissage précieux et fin la vie fruste et mal dégrossie des hommes. Comme celle-ci, dans le fumoir où mon oncle était en vareuse pour la recevoir, répandait son corps si doux, sa robe de soie rose, ses perles, l'élégance qui émane de l'amitié d'un grand-duc, de même qu'elle avait pris quelques propos insignifiants de mon père. Elle avait travaillé avec délicatesse, lui avait donné un tour, une appellation précieuse, et en chassant un de ses regards d'une si belle eau nuancée d'humilité et de gratitude, elle le rendait changer en un bijou artiste, en quelque chose de tout à fait exquis. « Allons, voyons, il est l'heure que tu t'en ailles, me dit mon oncle. Je me levai. J'avais l'envie irrésistible de baiser la main de la dame en rose, mais il me semblait que c'eût été quelque chose d'audacieux, comme un enlèvement. Mon cœur battait, tandis que je me disais, faut-il le faire, faut-il ne pas le faire? Puis je cessais de me demander ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire quelque chose. Et d'un geste aveuglé et insensé, dépouillé de toutes les raisons que je trouvais il y avait un moment en sa faveur, je portais à mes lèvres la main qu'elle me tendait. Oh, comme il est gentil! Il est déjà galant, il a petite taille pour les femmes, il tient de son oncle. Oh, ce sera un parfait gentleman, ajoute-t-elle en serrant les dents pour donner à la phrase un accent légèrement britannique. Est-ce qu'il ne pouvait pas venir une fois prendre un cup of tea, comme disaient nos voisins les Anglais? Oh, il n'aurait qu'à m'envoyer un bleu le matin. Je ne savais pas ce que c'était comme bleu. Je ne comprenais pas la moitié des mots que disait la dame. Mais la crainte que n'eût fut cachée quelques questions à laquelle il eût été impoli de ne pas répondre m'empêchait de cesser de les écouter avec attention et j'en éprouvais une grande fatigue. Mais non, c'est impossible, dit mon oncle en haussant les épaules. Il est très tenu, il travaille beaucoup. Il a tous les prix à son cours, ajouta-t-il à voix basse, pour que je n'entende pas ce mensonge et que je n'y contredise pas. Qui sait, ce sera peut-être un petit Victor Hugo, une espèce de volabelle, vous savez. Oh, j'adore les artistes, répondit la dame en rose. Il n'y a qu'eux qui comprennent les femmes, qu'eux et les êtres d'élite comme vous. Excusez-moi mon ignorance, ami. Qui est volabelle? Est-ce les volumes dorés qu'il y a dans la petite bibliothèque vitrée de votre boudoir? Vous savez que vous m'avez promis de me les prêter. Oh, j'en aurai grand soin. Mon oncle, qui détestait prêter ses livres, ne répondit pas et me conduisit jusqu'à l'antichambre. Éperdu d'amour pour la dame en rose, je couvris de baisers fous les joues pleines de tabac de mon vieil oncle. Et tandis qu'avec assez d'embarras, il me laissait entendre, sans oser me le dire ouvertement, qu'il aimerait autant que je ne parlasse pas de cette visite à mes parents. Je lui disais, les larmes aux yeux,
que le souvenir de sa bonté était en moi si fort que je trouverais bien un jour le moyen de lui témoigner ma reconnaissance. Il était si fort, en effet, que 2 heures plus tard, après quelques phrases mystérieuses et qui ne me parurent pas donner à mes parents une idée assez nette de la nouvelle importance dont j'étais douée, je trouvais plus explicite de leur raconter dans les moindres détails la visite que je venais de faire. Je ne croyais pas ainsi causer d'ennui à mon oncle. Comment l'aurais-je cru, puisque je ne le désirais pas? Et je ne pouvais supposer que mes parents trouveraient du mal dans une visite où je n'en trouvais pas. N'arrive-t-il pas tous les jours qu'un ami nous demande de ne pas manquer de l'excuser auprès d'une femme à qui il a été empêché d'écrire et que nous négligions de le faire, jugeons que cette personne ne peut pas attacher d'importance à un silence qui n'en a pas pour nous? Je m'imaginais, comme tout le monde, que le cerveau des êtres était un réceptacle inerte et docile, sans pouvoir de réaction spécifique sur ce qu'on y introduisait. Et je ne doutais pas qu'en déposant dans celui de mes parents la nouvelle de la connaissance que mon oncle m'avait fait faire, je ne leur transmis en même temps, comme je le souhaitais, le jugement bienveillant que je portais sur cette présentation. Mes parents, malheureusement, s'en remirent à des principes entièrement différents de ceux que je leur suggérais d'adopter quand ils voulurent apprécier l'action de mon oncle. Mon père et mon grand-père eurent avec lui des explications violentes. J'en fus indirectement informée. Quelques jours après, croisant dehors mon oncle qui passait en voiture découverte, je ressentis la douleur, la reconnaissance, le remords que j'aurais voulu lui exprimer. À côté de leur immensité, je trouvais qu'un coup de chapeau serait mesquin et pourrait faire supposer à mon oncle que je ne me croyais pas tenue envers lui à plus qu'à une banale politesse. Je résolus de m'abstenir de ce geste insuffisant et je détournai la tête. Mon oncle pensa que je suivais en cela les ordres de mes parents. Il ne le leur pardonna pas et il est mort bien des années après sans qu'aucun de nous l'ait jamais revu.